Le discours hier de Mark Carney a fait beaucoup jaser ici, bien sûr, au Canada. Ailleurs aussi, il y a des articles un peu partout dans les journaux américains, en Europe. Émilie Nicolas, José Legault, Christian Dufour, bonsoir. 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 Je vais vous faire Bonsoir. entendre un très court extrait de M. Carney et la réplique de M. Trump qui n'était pas très content. On l'écoute. An American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. This bargain no longer works. I watched your Prime Minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. Gardez ça à l'esprit, Mark, la prochaine fois que vous allez parler de la reconnaissance pour nous, s'il vous plaît. Tour de table, Émilie Nicolas, première réaction. La réaction de Trump était prévisible. Je l'ai trouvée mesurée dans l'ensemble. C'est beaucoup plus étendu sur le Groenland. Le fait qu'on a simplement eu droit à une remarque en passant, c'est déjà bien. Ensuite, la raison, je pense, une des raisons pour laquelle le discours de Mark Carney fait résonner ou fait parler autant un peu partout dans le monde, c'est parce que il y a une rupture par rapport à certainement ce que Justin Trudeau a dit, mais par rapport à ce que d'autres leaders européens pouvaient dire aussi sur Donald Trump. Il a appelé un chat dans des termes plus clair qu'avant. Ou en fait, c'est habile ce qu'il a fait. Plutôt que de donner des noms sur ce que Donald Trump fait, il a utilisé une allégorie pour nous dire qu'il est l'heure de dire la vérité sans nécessairement la dire jusqu'au bout lui-même. Et donc, il a joué le jeu diplomatique de continuer à parler à demi-mot sans attaquer directement trop le président, alors que tout le monde dans la salle a compris ce qu'il voulait dire. Et dans ce sens-là, je pense que c'est un discours qui a résonné. On s'entend que c'est vraiment pas la révolution, autant que le Canada, parce qu'il était proche des États-Unis, pouvait dire justement s'accommoder d'un ordre mondial dominé par les Américains. Autant il y a une partie du Sud global auquel Mark Carney essaie de tendre la main, pour qui l'ordre mondial dominé par les Américains a toujours été violent. Donc, on n'est pas tout le monde sur la même longueur d'onde par rapport à la violence politique américaine. Ceci dit, le fait que maintenant le Canada se réveille, ça permet des alliances qui n'étaient pas possibles avant. José Legault, oui, Trump, il fallait s'y attendre de ses répliques, mais effectivement, revenir, vous, comment vous avez perçu l'importance de ce discours de Mark Carney? Je pense que c'est un discours très important. Hein? La plupart des observateurs l'ont noté. Ça a quand même fait pas mal le tour de la planète, là. Et d'ailleurs, moi, je ne l'ai pas vu vraiment comme quelque chose de hyper nouveau. Ce qui était nouveau, c'était que Mark Carney a vraiment exprimé de manière extrêmement fine et intelligente cette position qui est, maintenant... Comme il l'avait dit auparavant, il faut se tourner vers nos propres alliances. Il faut que les puissances moyennes, comme il les appelle, s'unissent aussi, sans tourner complètement le dos aux États-Unis. Mais la joute a complètement changé. Mais ça s'inscrit un peu dans la continuité de son « elbows up », etc. Mais je pense que ce qui a frappé l'imaginaire, c'est la simplicité et le calme avec lesquels il a dit ce qu'il a dit. Hein? Il n'y a pas eu d'esbrouf, c'était pas quelqu'un d'hyper émotif, bien au contraire. Voilà. Exactement, c'était très rationnel. Et moi, je pense, quoique je ne suis pas dans la tête de Donald Trump, Dieu merci, mais je pense que le président américain devait être très en colère de voir que le premier ministre du Canada, qui le méprise dans les faits, même s'il dit qu'il le respecte, lui a volé la vedette dans les faits 24 heures avant son arrivée et qui lui a volé la vedette de manière aussi efficace. Christian, sur ce discours et la suite. Je trouve qu'il y a deux volets là-dedans. Le discours était objectivement magistral, de très, très haut niveau. Je l'ai lu à plusieurs reprises attentivement. Il est, pour une part très importante, juste. Je pense qu'il a été très, très bien reçu par la grande majorité des Canadiens et des Québécois. La popularité de M. Carney devrait augmenter, à mon sens. Et comme vous l'avez dit, il a eu un grand retentissement sur le plan international. Le deuxième volet, c'est que ça nous amène à nous poser des questions. Est-ce que c'est le rôle du premier ministre du Canada
de dire un tel discours? Bon. Est-ce que c'est dans l'intérêt national du Canada que son premier ministre se pose en l'un des principaux adversaires de Donald Trump? Je n'en suis pas sûr. L'idée n'est pas de se mettre à plat ventre devant Trump. Je pense que le voyage de M. Carney en Chine se justifiait très bien, en déplaise à M. Trump. Il fallait renouer avec la deuxième puissance économique du monde, avec lequel Justin Trudeau s'était bêtement brouillé pour des considérations très, très bien pensantes. Mais moi, ce que je crains, c'est que le talent même de M. Carney, parce qu'il est très talentueux, très brillant, son expérience, bon, il est à Davos, hein, c'est une pensée sophistiquée mondialisée. Hein, ceux qui un peu chez lui, là. Il est un peu chez lui. C'est Davos. Son expérience comme gouverneur de la Banque royale d'Angleterre pendant plusieurs années, c'est pas rien. Il y a un côté britannique, il y a un côté européen, M. Carney. Donc moi, ce que je crains, j'espère que je me trompe, je pose la question, ça a eu tellement un grand retentissement, est-ce que c'est dans l'intérêt national du Canada, du voisin immédiat des États-Unis qui commerce à 75 avec les États-Unis, ce qui est arrivé hier. Il y a même quelqu'un qui me dit, moi je crains, je n'abonde pas nécessairement là-dedans, le côté ukrainisation. Vous savez, les Ukrainiens, à un moment donné, ont oublié qu'ils étaient à côté de la Russie, hein? Ils se sont pris pour l'Angleterre, ils se sont pris pour la France, puis ont payé le prix. Donc, chapeau pour M. Carney. C'était impressionnant. Mais est-ce que c'est le rôle du premier ministre du Canada, dans le contexte actuel, en fait, de se poser en l'un des principaux adversaires de Donald Trump? Je trouve que la question se pose. Sur ce plateau, hier, Louise Blais disait un peu ce que vous dites, là. Elle disait que c'est remarquable comme discours, mais est-ce prudent? Il y a des voix minoritaires qui soulèvent ce que vous dites. Est-ce que c'était à lui de le dire? Mais oui, José, je vous ai vu bouger, puis Émilie, autre tour. José. Bien, ce qui est dans l'intérêt national, c'est de positionner le Canada dans un rôle, si j'ose dire, de leadership, non pas comme adversaire des États-Unis, mais comme quelqu'un capable d'une lecture plus lucide de la situation. Et finalement, il a dit tout haut ce que la plupart des chefs d'État occidentaux pensaient tout bas, là. Donc, et ça, je pense que c'est ça qui a retenti aussi fortement. Et aussi, il faut prendre en considération le fait que même si ça fait seulement 1 an que M. Trump est retourné à la Maison-Blanche, juste 1 an, quand même. On dirait que ça fait 10 ans. Il est déjà en train de s'affaiblir politiquement. Voilà. On le voit sur le plan interne. On n'a pas besoin de décliner toutes les raisons. On s'en va aussi vers les élections de mi-mandat. Alors, celui qui se prend pour le roi de l'univers, il commence déjà, dans les faits, à perdre des plumes. Et son recul sur le Groenland, Dieu merci là aussi, s'explique aussi en partie par ça. Donc, je pense que M. Carney est peut-être quelques coups à l'avance, hein, quelques coups d'échec à l'avance. Ce n'est peut-être plus le Donald Trump du 20 janvier 2025. Là. Émilie, conclusion là-dessus, rapide. En fait, c'est que je crois que le discours principal de M. Carney, ou du moins l'un de ses arguments principaux, servait à sortir le Canada de son isolement géographique par rapport aux États-Unis, nous rapprocher de l'Europe. Et là, il le dit dans un discours de manière plus claire, mais c'était aussi son ambition depuis qu'il est premier ministre. Et donc, dans ce sens-là, il n'y a pas le choix de sortir un peu la tête, de sortir du lot, parce que les Européens peuvent très bien former leur propre groupe sans le Canada, pour que le Canada soit vraiment inclus dans ce qu'il a appelé un troisième pacte entre les différentes puissances, les superpuissances mondiales. On n'a pas le choix de jouer un rôle très proactif parce que ça ne va pas se faire naturellement. Ça ne va pas se faire naturellement. Et c'est ça la grande angoisse, même sécuritaire pour le Canada, c'est que si le Canada se démerde pas pour venir à la rescousse de l'Europe, par exemple avec la situation au Groenland, il n'y a aucune garantie que l'Union européenne va venir à la rescousse du Canada s'il y a une menace militaire pour les États-Unis. Donc c'est ça un peu son raisonnement politique. Très bien. Christian, 15 secondes. Bien, je dis qu'il faut quand même être réaliste. Tout État a la politique de sa géographie. L'Europe a beaucoup de difficultés à se coordonner et je ne pense pas que l'Europe sera en mesure de venir au secours du Canada si on avait des problèmes. Donc, l'idée n'est pas du tout d'être à plat ventre, mais il faut être dans le réel beaucoup. Très bien. Autre réel qui se joue devant nous, cette course à la succession de M. Legault. Je vous fais entendre les trois.
les trois en réflexion, parce que, bon, on a nommé beaucoup de noms dans cette course. D'ailleurs, j'y reviendrai une autre fois. Mais voici les trois sérieux. Les trois sérieux, on les écoute. Je chemine dans cette réflexion-là et je vous ferai connaître prochainement. Je souhaite vous informer que ma décision n'est pas prise, mais que je suis en sérieuse réflexion. Je songe à me lancer, puis dans la situation qu'on vit actuellement avec toutes les turbulences, toute l'instabilité, je pense qu'il faut miser sur l'expérience. Alors, la réflexion va aller vite parce que les règles seront connues demain 13 h. Fréchette, Jolin Barrette ou Drainville, ils réfléchissent activement, font le compte des appuis. M. Drainville en a 2. On a des tableaux d'appui, là, on montrera ça tout à l'heure. Premier tour de table, est-ce que, José, comment vous voyez cette course commencer là, au point de départ, la force-faiblesse de ces trois-là, là, si on veut? Bien, je pense qu'il va y avoir une vraie course, là. Je serais très étonnée, là, que M. Jolin Barrette, Mme Fréchette ou M. Drainville n'y aillent pas. Donc, lequel des trois sera le Queen ou le Kingmaker, je ne sais pas, on verra. Mais bon, c'est sûr qu'ils sont très, très, très différents. Mme Fréchette a l'avantage d'être fraîchement arrivée, si on peut dire. Donc, elle n'est pas associée de près à l'entièreté du bilan quand même assez plombé là, du gouvernement Legault. Elle est très économique aussi, mais on sait qu'elle a quitté le Parti québécois parce qu'elle était elle était opposée au projet de charte des valeurs de M. Drainville. Quel retournement d'histoire quand même intéressant. Hein? Bon, M. Drainville, évidemment, on le sait, c'est quelqu'un de très identitaire. C'est un ancien souverainiste comme M. Legault, mais il est très, très nationaliste. Il se positionne comme le candidat des régions. Ça reste à voir parce qu'il est à Québec et comme l'a bien noté aujourd'hui ma collègue Karine Gagnon du Journal de Québec, Québec, c'est pas une région, hein? C'est une ville et c'est la capitale nationale. Et évidemment, Simon Jolin Barrette, l'ultra-cérébral des trois, qui, lui, est très, très associé aux années Legault, mais qui, en même temps, personnellement, comme ministre, a un excellent bilan en matière de violence conjugale et sexuelle, en matière de droit familial, etc. Son handicap, c'est ce projet complètement alambiqué là, et presque secret là, de Constitution québécoise. Mais c'est clair qu'on va avoir trois candidats quand même passablement différents. Parce que si les trois se lancent, Christian, c'est une course intéressante. Là. Ben oui, moi je trouve ça excitant parce qu'il y a un vrai suspense. Bon. C'est trois candidatures de qualité. Bon, je ne sais pas si ça va être suffisant pour ressusciter la CAQ, mais il reste que vous connaissez les citoyens. Si M. Legault était resté, bien, les gens auraient dit on veut mettre Legault dehors. C'est ça l'enjeu. Mais normalement, souvent les citoyens, ils ne votent pas pour le passé. Ils votent pour le présent puis ce qu'ils prévoient pour l'avenir. Donc, ça change quand même le focus. C'est que là, jusqu'à quel point Christine Fréchette va nous proposer des choses intéressantes. On va la découvrir, on va les découvrir. Donc, comme vous voyez, moi, c'est mon côté un peu enfant. Je trouve que c'est stimulant, ça va être le fun. Puis pour la CAQ, c'est bon parce que les projecteurs des médias, on en est la preuve maintenant, vont se braquer sur la CAQ. Oui, et on parle... J'ai pas prononcé le mot milliard depuis une semaine, là. Émilie Nicolas, cette course, vous la voyez comment qui commence, là? Je comprends ce que les collègues veulent dire quand on parle que ça va être une vraie course parce qu'il semble y avoir plusieurs candidatures. Mais en même temps, je pense qu'il y a d'autres conditions pour qu'une vraie course soit une vraie course qui ne sont peut-être pas rassemblées en ce moment. Moi, je continue à sticker en bon français sur le fait qu'il n'y a pas de plan pour proroger le Parlement durant la course. Je trouve que c'est une structure extrêmement bizarre. On va avoir les détails demain. Mais en fait, normalement, une personne qui est premier ministre du Québec devrait pouvoir faire un discours d'ouverture, devrait pouvoir établir ses propres stratégies, devrait pouvoir décider si les projets de loi qui sont en cours, ce sont ses priorités ou pas. Puis j'ai l'impression qu'il y a comme une première étape de deuil de la part de François Legault qui a été faite du genre « je ne suis peut-être pas personnellement l'homme de la situation », mais qu'il y a une deuxième étape qui n'est pas encore faite, qui est à dire de vraiment lâcher prise. Lorsque j'entends le premier ministre, qui est toujours le premier ministre aujourd'hui, dire « voici, ça va être quoi les enjeux de la campagne », moi, c'est pas ce que je m'attends d'un premier ministre qui vient de démissionner.
normalement, ça va être à son successeur de définir c'est quoi les enjeux de la campagne. Et là, ça met les personnes dans la course à la chefferie dans une situation bizarre où comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir l'impression de dédire, et là, je cite le père de famille, si la personne continue à Mais proroger, M. Legault... Mais M. Legault sera encore là? Il y aurait des conseils des ministres, il serait là, non? Bien, oui, mais en fait, c'est de donner la chance à la prochaine personne de repartir, de définir ses priorités. Ouais. Encore une fois, c'est le premier ministre premier ministre sortant qui a décidé qu'est-ce qu'on faisait à l'Assemblée nationale. Puis l'exemple qui est dans la tête de tout le monde, c'est la question du fédéral, ce qui s'est passé avec Mark Carney. Mais au fédéral, il n'y a pas les élections d'art fixe. Il a pu tirer la plug sur lui-même et puis repartir aussi à zéro. Mais de vouloir essentiellement lier les mains de la succession, c'est comme partir et ne pas partir et essentiellement traiter le parti comme un PDG qui laisse de la place à la succession sur l'entreprise plus que comme un parti politique. Okay. moi, si vous permettez, je suis d'accord avec cette analyse-là. Ouais. Moi, je suis un peu en désaccord parce que je trouve que M. Legault a rappelé aujourd'hui qu'il y avait encore un premier ministre au Québec qui s'appelle François Legault. Exact. Et tant qu'il n'est pas parti, il est encore là. Il va avoir un rôle très important pour... Non, mais il faut l'oublier, il est encore premier ministre. Là. Et je n'ai pas aimé, d'ailleurs, tantôt, on a mis là, à la nouvelle premier ministre démissionnaire. Je trouve que c'était le rabaisser. Tant qu'il n'est pas parti, il est encore là. Et il va avoir un rôle très important. Il va avoir un rôle très important pour s'assurer que les affaires de l'État vont être gérées durant la course à la chefferie, parce qu'il y a des ministres qui vont devoir démissionner. Donc, il y a un rôle très important pour assurer que la finale se fasse convenablement. Donc, c'est un premier ministre à part entière. Je veux vous le faire entendre. Là. La question qu'on lui pose sans arrêt, est-ce que la CAQ va vous survivre? Est-ce que la troisième voie, est-ce que cette coalition peut vivre sans vous? Réponse. Avez-vous peur pour la survie de votre parti? Non. Écoutez, je le disais, là, puis je pense que c'est important que tout le monde comprenne bien. Pour moi, là, il y a entre autres 2 grands enjeux. Et puis, soyons clairs, là, je ne pense pas que le PQ soit un bon parti pour défendre notre économie actuellement. Puis je ne pense pas que le Parti libéral soit un bon parti pour défendre le français à Montréal actuellement. Il dit l'électorat est là. Il faut trouver, il faut le ramener. Mais théoriquement, des nationalistes qui ne veulent pas de référendum, théoriquement, ça existe. Tour de table rapide. Là. Que pensez-vous de ça? Christian, rapide. Moi, j'ai trouvé ça drôle, sa formule, en disant en économie, les péquistes sont nuls, puis en français, les libéraux sont nuls. C'est injuste, je le sais en partie, mais je trouvais que la formule était assez... Vous l'aimez? Oui, je l'aimais parce qu'il y avait un côté vrai un petit peu. José. Oui, bien, écoutez, je pense que de toute façon, M. Legault vient du PQ, puis il était très économique quand il était au PQ. Fait que je sais pas, il y a peut-être qu'il l'a oublié, ça aussi, là. Bon. C'est une caricature, en fait. Oui, mais quand même, là, faudrait quand même. Faut rire un peu. La réalité a ses droits. Il faut avoir le sens de l'humour un peu. Bon. Oui, je l'ai, merci. Mais Monsieur Legault, lorsqu'il essaie de camper la prochaine campagne déjà, puis il la campe de manière très binaire, tu sais. Alors, ça va se jouer sur plusieurs tableaux, dont l'état absolument lamentable des services publics au Québec. Ça, évidemment, M. Legault, il n'en parle pas. Donc, on va s'attendre aussi à ce que les candidats à sa succession se prononcent sur tous les dossiers, toutes les crises sociales au Québec, parce qu'il y en a plusieurs, là. Alors, ça ne va pas se jouer que sur l'économie ou le français. Et la langue française, parce qu'il parle vraiment de la langue française. Il n'y a pas parlé de référendum aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps, je vous pousse un peu. Émilie, conclusion. Bien, en fait, c'est que ça revient à ce que je disais. Ce n'est plus à lui à camper la prochaine campagne électorale. C'est censé être ça le constat qu'il a fait en début de semaine dernière. Par conséquent, ça m'amène à dire qu'il y a un lâcher-prise qui n'est pas fait et que ça ne va pas laisser de la place à la succession. Il est là pour laisser de la place au suivant. Mon lâcher-prise doit aller parce qu'on va être coupé. On va être coupé. Émilie, José, Christian, à très bientôt. On a bien compris vos plaidoyers. Merci. Au plaisir. Merci. Bonne soirée.